Donc, à la suite de l'activité, je vais vous présenter le bilan sur le chapitre T4 qui s'appelle Temps et relativité restreinte. Donc, ce chapitre, la théorie de la relativité restreinte se place dans un contexte théorique assez particulier. À la fin du 19e siècle, les physiciens savent que la lumière est une onde, comme on l'a vu dans le début d'année. Or, le bon sens veut qu'une onde ait besoin d'un milieu matériel pour se propager, comme les vagues à la surface de l'eau, par exemple. Mais on constate que la lumière arrive quand même à se déplacer dans le vide. Donc c'est assez inacceptable à l'époque. Donc on fait les scientifiques posent l'hypothèse du coup d'une substance, d'un fluide invisible baptisé éther, qui permettrait à la lumière de se déplacer. En 1887, les physiciens Albert Michelson et Edward Morley cherche à prouver du coup expérimentalement l'existence de cette mystérieuse substance par l'expérience qui vous est présentée ici rapidement et page 210, mais je ne reviendrai pas sur cette expérience. Je vais juste insister sur le fait que c'est une expérience qui n'a pas marché et même les expériences qui ne marchent pas peuvent faire avancer la science puisque là, ils ont montré que quelles que soient les conditions dans lesquelles ils étaient, euh, la vitesse de la lumière était toujours identique et donc alors qu'avec les terres, normalement, on devrait avoir des vitesses différentes en fonction de comment se déplace la Terre. Du coup, la lumière était dans une impasse. Et du coup, en 1905, un mystérieux un peu inconnu, Albert Einstein, hein, il a 26 ans, il travaille depuis 3 ans en tant que simple expert technique à Berne et il rédige 5 articles extraordinaires, on appelle ça l'année miraculeuse, dont 3 contiennent des idées qui vont littéralement révolutionner la mécanique classique et donner les bases de la physique moderne. Donc ces 3 articles, vous avez déjà entendu parler de 2 d'entre eux. Le premier parle de la lumière et dit que la lumière n'est pas qu'une onde, mais aussi des particules ou corpuscules qu'on appelle des photons. Le deuxième pose les bases de la relativité restreinte qu'on va expliquer aujourd'hui. Et le troisième établit la formule la plus célèbre de la physique, E égale mc2, qui dit que tout corps qui a une masse en fait contient une énergie colossale. Donc si je reviens à la théorie de la relativité restreinte, euh, le deuxième postulat, je vous le montrerai après, sur lequel va se poser nos applications, nous, cette année, c'est que la vitesse de la lumière, quel que soit le référentiel, dans le vide, est toujours la même. Elle vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors ça, c'était pas forcément gagné, puisque d'après Galilée et Newton, en fonction du référentiel, c'est ce que je vous ai expliqué en préambule de l'activité, bien normalement, la vitesse de la lumière ne devrait pas être la même. Et c'est ça qui va du coup avoir des conséquences assez importantes sur les observations qu'on va faire du temps. Le premier postulat, du coup, le deuxième, je viens de vous le citer, le premier postulat qu'il énonce, hein, c'est que toutes les lois de la mécanique, ça c'était déjà dit par Newton et Galilée, mais aussi de l'électromagnétisme, c'est-à-dire de la lumière, sont toutes les mêmes dans les référentiels galiléens. Donc les référentiels galiléens, vous allez pas mal en entendre parler dans ce chapitre. C'est des référentiels dans lesquels le principe d'inertie, c'est-à-dire les lois de Newton, s'applique. C'est le cas du référentiel terrestre. Et tous les référentiels qui sont en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à ces référentiels galiléens sont aussi galiléens. Donc là, vous allez avoir beaucoup de situations où j'ai le référentiel terrestre et un référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport à lui. Alors, les conséquences de ces 2 postulats. La première conséquence dont vous pouvez entendre parler, mais qui a très peu d'application dans notre chapitre, c'est la relativité de la simultanéité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 événements qui sont simultanés, c'est-à-dire qui se passent en même temps dans un référentiel, ne le sont pas forcément dans un autre. Si je prends un exemple simple ici, on envoie un flash lumineux à partir du point B à un temps t égale 0. Si je me place dans le wagon, ce flash lumineux va atteindre l'extrémité du wagon A et le début du wagon ou l'inverse, le point C, en même temps. Par contre, si je me place dans le référentiel terrestre, si le wagon avance en mouvement rectiligne uniforme vers la droite, je me rends bien compte que le point A va être atteint avant le point C. Donc là, l'événement arrivé au bout du quai ne va pas être le même dans les référentiels terrestres au point A et au point C. Donc les 2 événements n'arrivent pas en même temps. La conséquence, par contre, qui nous intéresse plus et qui a des applications dans les exercices de chapitre, c'est la notion de relativité du temps ou de dilatation des durées. On a vu dans l'activité 1
que en fonction du référentiel où on se plaçait, si on se plaçait dans le référentiel du wagon, là, du train qui se déplaçait en mouvement rectiligne uniforme par rapport à la Terre, ou si on se plaçait dans le référentiel terrestre et qu'on regardait deux événements, donc l'événement d'une horloge de lumière où événement 1, la lumière part d'un point, événement 2, la lumière retourne, fait un aller-retour et revient à ce point-là, eh bien, en fait, les durées que l'on mesure dans chacun des référentiels ne sont pas la même. Donc ça fait complètement sauter ce qu'on appelle le caractère absolu du temps. On pensait que le temps était le même dans tous les référentiels. Et donc Einstein dit que l'écoulement du temps dépend du référentiel d'observation. Il va un petit peu plus loin. Donc c'est le bilan que je vous propose dans le plan de travail. Il introduit du coup du vocabulaire qu'il faut déjà maîtriser. Donc quand vous aurez un exercice, il faudra déjà toujours repérer la notion de référentiel propre. Donc le référentiel propre, c'est le référentiel dans lequel les deux événements que je considère ont lieu exactement au même endroit. Si je prends l'exemple qui est là, le petit bonhomme qui fait sa sieste dans le vaisseau, bah, pour être dans un référentiel qui est lié à l'événement 1, il commence sa sieste, 2, événement 2, il a fini sa sieste, eh bien le référentiel qui est fixe par rapport au pilote qui fait sa sieste, bah, c'est le référentiel du vaisseau. Ça, c'est ce que je vais appeler le référentiel propre. La durée, du coup, mesurée dans ce référentiel propre, c'est la durée propre. Par rapport à mon vaisseau, si le vaisseau est en mouvement rectiligne par rapport à Terre, si je me place par contre dans le vaisseau et que je regarde la Terre, bah, la Terre elle est en mouvement rectiligne aussi par rapport à moi. Et donc le référentiel terrestre par rapport au vaisseau, c'est ce qu'on appelle le référentiel impropre. Et du coup, l'horloge, la durée, pardon, que je vais mesurer de ces deux événements sur les référentiels terrestres, ce sera la durée impropre ou durée mesurée, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le livre. Je suis pas trop d'accord avec ça puisqu'on les mesure toutes les deux, mais bon, c'est le vocabulaire qui est utilisé, donc vous pouvez l'utiliser sans crainte. Qu'est-ce qu'on remarque quand on fait les mesures donc, de ces deux événements, de la durée entre l'événement 1 et l'événement 2 dans ces deux référentiels? C'est que la durée du phénomène mesuré dans le référentiel impropre va être toujours plus grande que la durée qui est mesurée dans le référentiel propre. Delta Tm égale gamma delta Tp, où gamma vaut cette expression-là. Et si on regarde, bah, V étant toujours plus petit que C, du coup, le gamma est toujours plus grande ou égale à 1 à la rigueur. Hein, si V est très petit devant C, ça veut dire que ce terme-là va être égal à 0, très proche de 0. Donc on aura 1 sur 1, le gamma vaut 1, c'est sa plus petite valeur. Sinon, il peut atteindre des valeurs très importantes, on y reviendra dans la diapo d'après. Et donc, bah, ça prouve que finalement, en fonction du dans le référentiel impropre, en fait, on a ce qu'on appelle une dilatation des durées. Donc, on voit, en fait, si on est sur Terre, l'horloge du vaisseau qui bat plus lentement que nous sur Terre. Alors ça, c'est une situation qui est réciproque, parce que si je suis sur Terre et que je regarde le vaisseau, je vois son horloge battre plus lentement. Mais si je me mets dans le vaisseau et que je regarde la Terre, bah, j'ai une situation qui est symétrique. C'est-à-dire que la Terre, par rapport à moi, elle est en mouvement rectiligne uniforme. Et du coup, si je regarde un phénomène qui a lieu cette fois sur Terre, et bien du coup, je vais voir l'horloge, je vais à nouveau avoir une dilatation du durée, mais symétrique, c'est-à-dire que l'horloge qui est fixe sur la Terre va battre plus lentement que l'horloge que j'ai dans mon vaisseau. Voilà, donc il faut bien analyser chacune des situations. Je reviendrai sur la méthode de ces exercices. Alors, pour conclure sur cette relation, alors on peut tracer gamma en fonction de V sur C. On trouve la courbe suivante. Et du coup, bah, si on analyse cette courbe, on voit que quand V est très petit devant C, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce terme-là tend vers 0 finalement, eh bien le gamma va tendre vers 1. Donc c'est ce qui se passe ici là. Si je vois la valeur du gamma, elle vaut à peu près 1. Et donc si le gamma vaut 1, bah, je me trouve à une situation classique où la durée mesurée, c'est la durée impropre, c'est la même valeur que la durée propre. Donc dans la vie courante, les vitesses qu'on a autour de nous sont très faibles devant la vitesse de la lumière. Et donc les phénomènes qui relativisent de dilatation du durée sont vraiment négligeables, on ne les perçoit pas, à part dans certains cas très
où on va mesurer par exemple des temps avec des horloges très précises, comme les horloges atomiques, où on va arriver à percevoir quelques effets relativistes. Et dans ce cas-là, du coup, la mécanique classique de Galilée et Newton est compatible avec la relativité restreinte. Donc, il ne faut pas l'acheter à la poubelle complètement. Par contre, si j'ai une vitesse, euh, donc la vitesse du référentiel impropre, hein, celui qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel propre, eh bien, si elle est proche de la vitesse de la lumière, j'ai ce terme du coup qui va tendre vers 1. Du coup, ce terme tend vers 0. Et 1 sur... et comme j'ai 1 divisé par ce terme-là, ben, en fait, le gamma va prendre des valeurs très grandes et va tendre vers plus l'infini. Et là, par contre, bah, le gamma, je peux pas le négliger du tout. Au contraire, je vais avoir des deux mesurés. Je vais avoir une dilatation du temps qui va être très importante. Et donc, le temps mesuré dans le référentiel impropre va prendre des valeurs très importantes par rapport à celles qui seraient mesurées dans le référentiel propre. Et là, les phénomènes, on est obligé de les prendre en compte. Alors, je vais vous donner quelques exemples où ces phénomènes doivent être pris en compte. Donc, le premier exemple, c'est l'activité 2 que je vous ai demandé de faire, qui est assez classique en exercice type bac. Donc, dans le cas des muons, en fait, hein, on se rend compte que la Terre est bombardée. Ça a été la première observation expérimentale, justement, de cet effet de la relativité restreinte qui a montré que la théorie d'Einstein était valable. On se rend compte qu'on détecte très souvent les muons à la surface de la Terre. Or, si on prend la distance, il faut qu'ils traversent l'atmosphère. Si on prend l'épaisseur de l'atmosphère et on regarde par rapport à leur temps de vie et leur vitesse, du coup, la distance qu'ils devraient parcourir, eh bien, on se rend compte que normalement, elles ne devraient pas atteindre la surface de la Terre. Or, eh bien, on les détecte. Donc, ça veut dire forcément que finalement, il y a bien une dilatation des durées. Si on détermine leur temps de vie dans le référentiel propre, qui est le référentiel des muons, c'est le référentiel, donc l'événement, c'est la traversée de l'atmosphère par les muons. Donc, le référentiel qui est fixe par rapport à cet événement, c'est le référentiel du muon lui-même. Donc, si je détermine la durée propre de cet événement et que je compare avec la durée impropre qui est liée au référentiel terrestre, bah, je trouve que la durée impropre dans le référentiel terrestre est beaucoup plus importante et va permettre aux muons, du coup, d'atteindre la surface de la Terre, ce qui ne devrait pas être le cas en mécanique classique. Donc ça a été le premier point qui a montré que la relativité restreinte était valable. La deuxième chose qui nous concerne un peu plus dans la vie de tous les jours, c'est les GPS. Donc le principe, c'est qu'une horloge satellite émet un signal indiquant l'heure d'émission et que l'horloge du GPS d'un usager va détecter l'heure d'arrivée du signal et va déduire la distance qui le sépare du satellite. Et comme ça, les horloges vont être synchronisées. On va pouvoir détecter la position depuis le satellite. Alors, le problème, c'est quand il s'est écoulé une seconde pour une horloge à bord du satellite, combien de temps s'est écoulé combien de temps s'est-il écoulé pour l'horloge de l'usager sur Terre, puisque le satellite a quand même une vitesse non négligeable par rapport à la vitesse de la lumière. Alors du coup, la durée propre cet exercice, c'est l'horloge à bord du satellite. On peut prendre par exemple une seconde, et puis on va calculer la durée impropre, c'est-à-dire celui mesuré par l'horloge de l'usager sur Terre. Et on est obligé, hein, c'est ce qui a été montré dans un des articles de Pour la science, c'est que si jamais on ne prenait pas ce caractère relativiste dans les GPS, on aurait un retard de 7,1 microsecondes par jour, ce qui correspondrait finalement à une erreur de positionnement de 2 km par jour si elle n'était pas corrigée. Et donc on ne pourrait pas suivre la position par ce type de dispositif. Voilà. Donc pour conclure, vous verrez dans les exercices qu'à chaque fois, j'ai essayé d'utiliser la méthode qui est proposée. À chaque fois, je vous demande d'identifier les deux événements, ensuite d'identifier le référentiel propre, le référentiel impropre qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel propre. Et ensuite, vous verrez qu'il faudra juste appliquer la formule qui vous sera donnée, qui n'est pas à apprendre par cœur. Et en fonction, on vous demande soit de déterminer le gamma, soit de déterminer des fois V, c'est le cas le plus difficile en termes mathématiques, soit de déterminer une des deux durées. Voilà, et ben je vous laisse passer aux exercices et puis à très vite.